Bonjour, c'est Solène, cofondatrice de la facilitation. Bienvenue dans La Voie de la facilitation, le podcast qui donne aux managers des repères concrets pour mieux travailler en équipe sans s'épuiser. Depuis 2017, nous accompagnons des managers et leurs équipes dans des contextes souvent complexes, parfois tendus, mais toujours en mouvement. Ma conviction, collaborer efficacement, ça n'est pas inné, ça s'apprend, ça se structure. Alors dans chaque épisode, je te partage des inspirations, des retours d'expérience et des outils testés sur le terrain que tu peux appliquer dès la semaine suivante. Dans ce nouvel épisode de La Voie de la facilitation, j'ai envie de te parler de quelque chose qui me titille profondément parce que je le vois très régulièrement. Voilà un petit peu le contexte. Imagine, tu es manager, tu veux lancer une action collective avec ton équipe, un atelier, un séminaire, une démarche participative. Tu as de bonnes intentions, bien entendu, tu veux les embarquer, tu veux les motiver, tu veux leur redonner du sens, sauf qu'au fond de toi, tu sens un léger malaise. Tu ne te sens pas totalement aligné, limite illégitime. Tu n'arrives pas à poser clairement ce que tu attends réellement de cette action, tu as même peur des questions qu'ils sont susceptibles de te poser, et tu sens que ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Alors tu te demandes, mais est-ce que je suis le seul ou la seule à ressentir ça ? Eh bien non, tu n'es pas le seul, tu n'es pas un cas isolé. Je fais aussi le lien avec un chiffre que j'ai lu dans la dernière étude de Gallup qui dit que 93% des salariés français sont désengagés. 93%. Et la France est 36e du classement sur 38 pays européens. Alors là, face à ces deux chiffres, on pourrait se dire waouh déjà, et puis se dire aussi simplement, j'imagine, il faut retrouver du sens, c'est ça qui va permettre à l'équipe d'être motivée et de se remotiver. Du coup, moi je vois souvent des organisations qui lancent plein d'ateliers participatifs, plein de séminaires inspirants, j'allais dire limite des démarches d'intelligence collective à tout va, sauf que il y en a quand même pas mal qui en reviennent et qui se disent en fait non, ça ne marche pas. Sauf que si ça ne marche pas, clairement c'est parce qu'on s'y prend pas toujours de la bonne manière ou dans le bon ordre. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de te montrer pourquoi tu peux avoir ce sentiment de ne pas te sentir aligné quand tu veux embarquer ton équipe, et surtout comment retrouver cet alignement en travaillant dans le bon ordre et ce qui va susciter l'engagement de ton équipe. Si tu ne te sens pas aligné face à ton équipe, ce n'est pas forcément parce que tu es un mauvais manager, je ne me permettrai jamais de dire ça. Souvent, ce que je constate, c'est qu'il y a 3 choses qui ne sont pas en place. Et tant que ces 3 choses-là ne le sont pas, tu ne peux pas retrouver cet alignement et tu ne peux pas du coup te sentir serein et bien vis-à-vis de ton groupe et soulever les montagnes avec lui en utilisant l'intelligence collective. La première raison, c'est que le cap n'est pas clair. Et là, j'en reviens à Simon Sinek, qui nous le répète tout le temps dans son célèbre Start with Why, commencer toujours par le pourquoi. Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on se mobilise ? Vers où on va ? Et tant que ce pourquoi n'est pas clair, n'est pas limpide, tout le reste, le comment et le quoi, perd son sens. Et c'est exactement ce qui se passe quand parfois on se sent pas du tout aligné avec la situation dans laquelle on est. Tu veux embarquer ton équipe, mais étant donné que le cap n'est pas clair, ça ne peut pas fonctionner. Ce qu'il faut aller chercher, c'est savoir exactement ce qui est décidé et ce qui ne l'est pas, ce qui relève de toi et ce qui peut être co-construit, et enfin ce qui est prioritaire et donc du coup ce qui est secondaire. Tant que tu n'as pas ça, l'équipe le sent, et si elle sent que tu n'es pas au clair, du coup, elle va se dire aussi de manière très logique, elle ne peut pas s'appuyer pleinement sur toi. Ça me fait penser à un exemple que j'ai envie de te partager. Encore la semaine dernière, j'ai échangé avec une DRH qui était toute contente parce qu'elle venait de travailler avec son comité de direction. Ils avaient produit un document pour, entre guillemets, faire rêver les 80 managers de l'entreprise. Alors c'était un PDF, 5 pages, rédigé comme une lettre, il y avait beaucoup de noir sur la plage, que du texte. Alors les intentions, elles étaient certainement louables, mais il n'y avait aucun objectif précis, ni aucune démarche de déploiement. Et le message en gros, il disait quoi ? Voilà, on a écrit ça ensemble avec le comité de direction, on en est hyper fiers, c'est génial. Maintenant, on veut que les managers soient collaboratifs, donc du coup, on va leur présenter ça lors du prochain séminaire. Donc, autrement dit, elle voulait leur faire valider une démarche collaborative, alors qu'ils n'avaient jamais été associés à sa construction. Tu vois où je veux en venir ? Là, il va y avoir un petit souci. Pour moi, si on prend une métaphore, c'est un peu comme si elle décidait avec son comité de direction de dire à tous les managers, cette année, notre objectif, c'est de réussir le marathon de New York. Ok, mais pourquoi faire ? Et d'imposer, en fait, d'une certaine manière, à ces managers de se lancer dans ce défi, alors que pourquoi on court ce marathon ? Quel est l'objectif au final ? Est-ce que c'est finir ? Est-ce que c'est de faire un bon temps ? Qui va décider du rythme ? Qui peut adapter le parcours ? En soi, se lancer dans l'aventure de réussir le marathon de New York, ça peut être sympa, certes, il y a peut-être des intentions très louables derrière, mais pourquoi faire ? Et si on ne passe pas par ça, sans avoir clarifié ces points-là,
Au final, qui c'est qui va avoir envie réellement de réussir le marathon de New York ? Personne, ou pas grand monde. Le résultat, il est prévisible en fait. Tant qu'on n'a pas encore un cap très clair, on aura beau chercher, faire tout ce qu'on veut, on n'arrivera pas en fait à donner du sens à la démarche. Et en fait, il y a une raison sociologique à ça. Là, j'en reviens à Max Weber, sociologue allemand que tu dois connaître, qui a identifié 3 types de légitimité. La légitimité traditionnelle, tu es légitime parce que tu as le statut, c'est toi le chef. Tu as aussi la légitimité charismatique, tu es légitime parce que tu as du charisme, tout simplement. Et enfin, la légitimité dite rationnelle légale. Tu es légitime parce que tu poses un cadre clair, des règles et une structure. Et c'est exactement de ça dont on parle aujourd'hui. Ta légitimité de manager, elle ne vient pas forcément de ton statut hiérarchique, elle ne vient pas forcément non plus de ton charisme personnel, mais elle peut venir pleinement parce que tu poses un cadre, et donc du coup, ça vient de ta capacité à clarifier ce qui est décidé, ce qui ne l'est pas, et ce qui relève de qui. Et c'est vraiment ta légitimité rationnelle légale qui est la plus solide des 3. Et c'est ce qui fait aussi que tu peux te sentir pas aligné avec la situation, parce que tu demandes à ton équipe de s'engager sur quelque chose que toi-même tu ne maîtrises pas encore. La deuxième raison qui fait que peut-être tu ne te sens pas aligné ou pas bien à l'aise, c'est que tu ne sais pas distinguer ce qui relève de toi et ce qui relève de l'équipe. Et là, j'en reviens à Stephen Covey dans son livre Les 7 habitudes des gens efficaces, qui parle des cercles d'influence. Pour lui, il y a ce qui est dans ton cercle de contrôle, ce que tu peux décider seul. Dans notre jargon, on parle du bac à sable. Ensuite, il y a ce qui est dans ton cercle d'influence, ce sur quoi tu peux agir avec d'autres. Et enfin, ce qui est hors de ton cercle, tout ce qui ne dépend pas de toi. Et le problème, c'est que beaucoup de managers ne savent pas bien précisément poser ces cercles et donc définir les limites. Ils ne savent pas ce qui relève de leur rôle de manager, ce qui relève de l'équipe ou ce qui relève de la hiérarchie, par exemple. Et c'est cette confusion aussi qui contribue à nourrir ce malaise. Parce que tu as l'impression que pour être un bon manager collaboratif, il faut t'ouvrir à la discussion, que si tu décides seul, tu vas passer pour un autoritaire, que si tu poses un cadre, tu vas peut-être être rigide, mais en fait c'est tout l'inverse. Je fais écho aussi aux propos de Henry Mintzberg, le chercheur canadien en management, qui a identifié 10 rôles du manager. Et 3 sont particulièrement importants pour nous aujourd'hui. Ce sont le rôle décisionnel, le manager décide, le rôle informationnel, le manager clarifie, et enfin le rôle interpersonnel, le manager facilite. Et là, en fait, devine quoi, c'est exactement la méthodologie que j'ai envie de te partager aujourd'hui, cap, sens, action. En premier, le cap, tu décides, tu es dans ton rôle décisionnel. Ensuite, le sens, tu clarifies dans ton rôle informationnel. Et enfin, action collective, tu facilites, et là, tu es dans ton rôle interpersonnel. Sauf que quand tu confonds ces 3 rôles, ou quand tu sautes le premier pour aller direct au 3e, et bien c'est ce qui fait qu'on peut ne pas se sentir aligné. Parce que si tu facilites sans avoir décidé et clarifié, mais concrètement, pour rester poli, ça ne fonctionne pas, tu vas dans le mur. Et donc, résultat, tu ne te sens pas à l'aise. 3e raison, qui fait que peut-être aussi tu ne te sens pas à l'aise, justement, c'est que tu confonds intelligence collective et codécision. Là, je fais écho à Francis Galton, le célèbre statisticien britannique qui avait mené au début du XXe siècle une expérience qui est devenue célèbre, peut-être que tu la connais déjà, où dans une foire agricole, il a demandé à presque 800 personnes de deviner le poids d'un bœuf. Et le résultat était que la moyenne des réponses était à 0,8% du poids réel du bœuf. Et c'était plus proche, la moyenne était plus proche que n'importe quel expert qui aurait pu répondre individuellement. Et c'est ce qu'on a appelé en fait la sagesse des foules. Et c'est un des fondements de l'intelligence collective. Sous certaines conditions, un groupe peut être plus intelligent qu'un expert seul. Mais attention, comme je dis bien, c'est sous certaines conditions. Et là, j'en reviens à Émile Servan-Schreiber, le fameux chercheur français spécialiste de l'intelligence collective. Je te conseille d'ailleurs son super bouquin qui s'appelle Super Collectif. Et lui, il pose les conditions suivantes. 1. La diversité des perspectives, chacun apporte son point de vue. 2. L'indépendance des jugements, pas de pensée de groupe, pas de pression sociale. Et enfin 3. L'agrégation efficace, c'est-à-dire une manière claire de synthétiser les contributions de chacun. Et j'ai même envie de rajouter une 4e condition qui pour moi est fondamentale, qui est le cadre posé. Sans cadre, l'intelligence collective ne peut pas opérer. Parce que si les gens ne savent pas sur quoi ils donnent leur avis, en fait tu n'obtiendras pas en fait cette sagesse collective. Au mieux, tu obtiendras du bruit.
Pour moi, c'est un peu comme si tu rentrais sur un terrain de jeu, un terrain de rugby par exemple, c'est mes origines toulousaines qui parlent, et que tu arrives sur le terrain, il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de poteau, il n'y a pas de règles. Ben, très clairement, je suis pas sûre que tu assistes à un joli match entre les deux équipes. Et c'est là que beaucoup de managers, pour moi, se trompent en fait. Ils confondent du moins intelligence collective et codécision illimitée. Ils pensent que pour être un manager collaboratif, il faut faire voter l'équipe sur tout. Mais en fait, non. L'intelligence collective, ce n'est pas décider ou faire décider l'équipe sur ce qui ne relève pas d'elle en fait. C'est vraiment mobiliser l'expertise du groupe sur les bonnes questions et au bon moment. Et pour que ça fonctionne, il faut avoir posé le cadre, bien entendu, avant. Il faut que l'équipe, elle sache ce qui est ouvert à la discussion, ce qui ne l'est pas, du coup, et quel est le rôle de chacun dans le processus de décision. Sans ce cadre-là, effectivement, on peut avoir ce sentiment de ne pas se sentir aligné. C'est pour moi une fausse croyance, en fait. Parce que tu crois que pour être collaboratif, il faut tout ouvrir à la discussion, mais en fait, non, c'est l'inverse. C'est poser le cadre, c'est ce qui va permettre à l'intelligence collective de réellement s'exprimer. Donc si je récapitule les 3 principales raisons que j'ai identifiées, c'est 1, le cap n'est pas clair, le fameux pourquoi de Sinek qui n'est pas posé, et l'absence de légitimité rationnelle légale selon Weber. 2, le fait de ne pas distinguer ce qui relève de toi et de ce qui relève de l'équipe, la confusion entre les rôles décisionnels, informationnels et interpersonnels de Mintzberg. Et enfin, la confusion entre intelligence collective et codécision. Tu ne poses pas le cadre qui permet à la sagesse collective de s'exprimer. Et tout ça, en fait, ça va créer ce manque d'alignement que tu peux ressentir. Maintenant, j'ai envie de te partager un exemple concret, un retour d'expérience, une situation concrète où j'ai vu tout ça à l'œuvre, en fait. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un mail d'une directrice commerciale qui me dit dans ses premiers mots, dans un contexte d'évolution de l'organisation et la mise en place d'un plan stratégique en 2026, je cherche à être accompagnée. Là, je me dis, super, génial, donc on organise un rendez-vous, et là, elle me raconte un petit peu sa situation. Le CODIR vient d'écrire un plan stratégique pour les 5 prochaines années. Sur le papier, ça a l'air bien, il y a des axes clairs, des indicateurs précis, ça a l'air solide. Et donc elle me dit, en fait, je veux organiser un séminaire d'une journée pour présenter ce plan à mes 50 collaborateurs. Et mon objectif, c'est qu'ils soient engagés, j'ai envie qu'ils me donnent leur feedback, mais je veux surtout qu'ils soient motivés pour déployer ce nouveau plan stratégique. Et pour elle, elle pensait avoir un cap clair. Un plan sur 5 ans, des axes, des indicateurs. Mais quand on a creusé un petit peu, que je lui ai posé différentes questions, elle a fini par me dire, en fait, oui, mais ce plan stratégique, il n'est pas réellement validé. Parce qu'au final, ça fait plusieurs mois qu'il n'y a pas de DG à la tête de l'entreprise, et il y a une nouvelle personne qui va arriver d'ici quelques semaines ou d'ici quelques mois, et donc cette personne-là, il faudra aussi la convaincre du bien fondé de notre plan stratégique. Potentiellement, elle peut tout remettre en question. Donc là, clairement, dans ma tête, j'ai les warnings qui s'allument en fait, parce que clairement, en gros, elle veut faire adhérer 50 personnes à un plan qui peut être remis en cause potentiellement dans 2 mois. On a les 3 raisons du non-alignement qui sont toutes réunies en même temps. La raison 1, le cap n'est pas clair, le plan stratégique n'est pas validé totalement et sereinement par la future direction générale, il peut changer. Raison numéro 2, on a aussi une certaine forme de confusion des rôles. Elle ne sait pas forcément ce qui relève d'elle et de ce qui relève de l'équipe non plus, puisqu'elle doit convaincre la DG, mais en même temps déployer. Et raison numéro 3, on a aussi un risque de confusion entre intelligence collective et codécision. Elle veut le feedback de son équipe, elle veut leur adhésion, mais concrètement sur quoi? Sur un plan qui peut ne pas tenir? Donc là, pour moi, c'est danger. Alors ma réaction, il y a eu 2 choses. D'un côté, j'ai senti de l'empathie parce que je me suis dit en fait elle est coincée, elle est vraiment coincée. Elle peut pas laisser son équipe comme ça sans rien dire, sans rien faire. L'équipe est au courant qu'il va y avoir un nouveau plan stratégique. Il faut aussi maintenir cette énergie, prendre soin des talents qu'elle a dans son équipe, que les gens aient envie en fait de s'épanouir dans leur quotidien. Il y a aussi des enjeux forts, c'est un marché ultra concurrentiel, il y a une pression importante sur les résultats. Et elle, en fait, je me suis dit, en fait, elle est entre le marteau et l'enclume, elle essaie de faire au mieux dans un contexte qu'elle ne maîtrise pas. J'ai aussi ressenti de la frustration, parce que je savais très bien que ce séminaire, tel qu'elle l'envisageait, n'allait rien donner de tangible dans la durée, ça allait être un peu comme un coup d'épée dans l'eau. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Bon, honnêtement, j'ai accepté d'animer le séminaire, mais on a changé un petit peu l'approche. Je lui ai dit, en fait, on va pas demander à l'équipe d'adhérer au plan, parce qu'il n'est pas pleinement validé. On va être transparent avec eux, on a un plan, mais la future DG doit encore le valider. Donc aujourd'hui, on va travailler ensemble,
bien entendu, mais sur 2 choses. La première, c'est valoriser ce que l'équipe, ce que nous tous on fait de bien sur le terrain, ce qui marche, ce qui est important pour les membres de son équipe sur le terrain au quotidien, ce sur quoi ils sont experts. Et ensuite, on va faire émerger des arguments solides pour convaincre la future DG du bien fondé de ce plan. Et donc aussi, par la même occasion, déterminer des pistes d'amélioration pour rendre leur quotidien encore plus performant, encore plus robuste même, encore plus efficace. Et c'est à travers cette démarche appréciative où on va repartir des forces, où on va valoriser, reconnaître, et en fait qu'on va construire tout simplement le futur et par là la contribution au plan stratégique sur les 5 prochaines années. Dans la réalité de ce séminaire, qu'est-ce qui s'est passé? L'équipe, elle s'est vraiment sentie rassurée, parce qu'en fait, on leur disait la vérité. Le plan n'est pas encore validé, mais on a besoin de vous pour le défendre. Et du coup, l'équipe, elle s'est sentie en sécurité, elle s'est sentie prête à s'exprimer dans la vérité, en tout cas. Et les collaborateurs ont partagé ce qu'ils faisaient de bien, leur expertise, leur savoir-faire, et donc aussi des idées d'amélioration. Et tout ça, le fait d'être dans une démarche vraiment appréciative, constructive, ça met une énergie, une belle énergie supplémentaire. Résultat, l'équipe a co-construit toute la feuille de route. Il y a des idées concrètes qui ont émergé pour améliorer leur quotidien. Il y a des arguments solides qui ont été écrits et posés pour convaincre la future direction générale. Et les personnes, au final, ont pris des initiatives qu'elles ne prenaient pas forcément avant. Parce que aussi, le cadre était clair et posé dès le départ. On avait clarifié l'objectif précis, qui était de valoriser et de convaincre. On avait clarifié le périmètre d'action, ce sur quoi ils pouvaient réellement contribuer. Et en fait, on était dans la transparence. Le plan doit être validé par la DG. Et dans ce cadre, l'intelligence collective a réellement pu opérer et s'exprimer pleinement. Alors pour en revenir à ce qu'on disait depuis le début, et pour faire écho du coup à cet exemple, l'idée c'est vraiment de travailler dans le bon ordre. Maintenant, comment faire pour retrouver cet alignement? Comment poser le cadre qui permet à l'intelligence collective de vraiment opérer? Au sein de la facilitation, pour nous, le principe de base, c'est vraiment de travailler dans cet ordre-là. Cap, sens, action collective. Bien entendu, il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Mais cet ordre-là, il est vraiment pas arbitraire en fait. Il répond vraiment à une logique simple. Tu ne peux pas donner de sens à ce qui n'a pas encore de cap, et tu ne peux pas mobiliser l'intelligence collective sans avoir posé le cadre. Ce n'est pas juste du bon sens, c'est vraiment ancré, on n'a pas réinventé la roue au sein de la facilitation, mais on s'appuie en fait sur les grands modèles de conduite du changement. Autre référence, par exemple, John Kotter, professeur à Harvard, qui lui a identifié 8 étapes pour réussir une transformation, et en fait, il y en a 3 d'entre elles qui correspondent exactement à cette méthodologie, à ce protocole dont je te parle aujourd'hui. Les étapes 1 et 2 de Kotter, c'est créer l'urgence et former une coalition. Et en fait, ça revient à définir ton cap. L'étape 4 de son modèle, c'est communiquer la vision. Donc là, on en revient au sens. Et l'étape 6, c'est générer des victoires rapides. Et c'est vraiment là que c'est ce que tu vas aller chercher à travers ton action collective. Donc, on n'est pas en train d'inventer une nouvelle méthode, on est juste en train d'appliquer ce que la recherche en management nous dit depuis plusieurs décennies maintenant. Donc, si on creuse un petit peu chaque étape, on a dit d'abord le cap. Ça veut dire concrètement clarifier ce qui doit être décidé avant de parler à l'équipe. Le Start with Why de Simon Sinek appliqué au management d'équipe. Avant de lancer une action collective, l'idée c'est de se poser ces 3 questions-là. Tu peux les noter par exemple sur un papier si tu veux. La question 1, c'est qu'est-ce qui a déjà été décidé? Et donc de lister ce qui ne bougera plus, ce qui est gravé dans le marbre, même si l'équipe elle râle. Donc là, il faut faire preuve de précision et d'honnêteté, même si ça peut être inconfortable, parce que tout de suite, on peut avoir la crainte de passer pour quelqu'un d'autoritaire, mais en fait, on le sait maintenant, c'est tout le contraire. Clarifier ce qui est décidé, c'est aussi respecter en fait son équipe. C'est lui dire, voilà sur quoi je ne vais pas vous faire perdre du temps, parce que de toute manière, ça ne pourra pas bouger. La deuxième question à laquelle il faut être capable de répondre, c'est qu'est-ce qui n'est pas encore décidé? Et là, pareil, pas de triche. On a le droit de se dire aussi, en fait, je sais pas. Et quand on sait pas, c'est de se dire, quand est-ce qu'on le saura? Parce que ton équipe, à un moment donné, aura besoin de cette visibilité-là. Elle peut accepter de ne pas tout savoir, mais ça va être plus compliqué elle peut pas en fait accepter de ne pas savoir quand elle saura. Et enfin, la troisième question que je t'invite à poser, c'est qu'est-ce qui relève de moi, manager, et qu'est-ce qui peut être co-construit avec l'équipe? Et là, l'idée, c'est vraiment de tracer cette ligne clairement. C'est ici que tu vas pouvoir poser le cadre, et donc du coup, maintenant tu le sais, le cadre qui va permettre à l'intelligence collective de s'exprimer. Tu ne fais pas tout décider par l'équipe, ça serait incohérent, mais tout ne doit pas être collaboratif, on l'a déjà dit, mais là tu identifies les zones de pouvoir et d'influence de chacun,
comme avec les cercles de Covey. Tu identifies ces zones-là où l'expertise collective peut vraiment apporter de la valeur et tu le dis surtout explicitement. Pour moi, le petit test que tu peux faire à ce niveau-là, à ce moment-là, c'est de se dire, si tu prends 15 minutes pour répondre à ces 3 questions-là et qu'au bout de 15 minutes, tu n'arrives pas à poser des réponses suffisantes, précises, c'est qu'en fait, le cap n'est pas clair. Et donc, tu ne peux pas encore vraiment travailler le sens avec ton équipe et tu risques de leur demander de t'aider à décider de choses qui ne sont pas finalement entre tes mains. Et donc, du coup, tu vas faire perdre du temps à ton équipe, à toi aussi, de l'énergie, de la confiance, et ce qui va créer et alimenter peut-être ce sentiment d'illégitimité ou de malaise. Et maintenant, l'étape 2, le sens. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire rendre explicite ce que l'équipe comprend ou ne comprend pas de ce cap que tu viens d'expliquer dans l'étape précédente. Alors, quelles sont les questions que tu peux poser à l'équipe à cette étape-là ? Des exemples, ça peut être qu'est-ce que vous comprenez de ce cap ? Qu'est-ce qui vous semble incohérent par rapport à ce qu'on fait au quotidien ? Ou encore, qu'est-ce qui mérite, selon vous, d'être expliqué davantage ? Ce qui est important ici de retenir, c'est que tu ne vas pas poser la question de se dire est-ce que vous êtes d'accord ou comment vous vous sentez par rapport à ce cap. Là, on va vraiment chercher la compréhension et non pas l'adhésion. Parce qu'on a le droit, on peut être en désaccord avec une décision et comprendre pourquoi elle a été prise. Et ça, c'est déjà énorme. À cette étape 2, le test que tu peux faire, c'est de se dire d'être vigilant aux questions que te pose l'équipe. Et s'il y a des mêmes questions qui reviennent 2 fois, 3 fois, là pour moi c'est un signal, ça veut dire que le cap n'a pas été assez explicité en fait, et donc nécessite un temps pour y revenir un petit peu dessus. Et enfin l'étape numéro 3, notre action collective, qui vient une fois que les 2 premières sont bien solides, bien bétonnées. Parce que c'est vraiment ici que l'intelligence collective va pouvoir réellement opérer. Le cap est clair, le cadre est posé, nos 3 conditions de l'intelligence collective peuvent enfin se mettre en place. La diversité des perspectives, ça veut dire que chacun apporte son expertise à travers les questions ouvertes. On a l'indépendance des jugements, il n'y a pas de pression pour être 100% d'accord avec le cap, mais on est là pour contribuer dans le cadre qui a été posé. Et puis aussi on a donc du coup notre agrégation efficace. Tu sais ce que tu vas faire des contributions parce que tu l'as aussi défini dans le cadre avant. Et donc les conditions pour lancer l'action collective, c'est le cap est clair pour tout le monde, le rôle de chacun est posé et les zones de contribution sont explicites. Si tu n'as pas ça, il est très fortement probable que tu crées de la frustration. Et ça, c'est vraiment un exemple que je vois tout le temps. Par exemple, tu veux lancer un atelier de co-construction, mais la moitié des idées ne pourront jamais être mises en œuvre, ne pourront jamais être exploitées concrètement, parce qu'au final, ce qui a été écrit ou proposé ne dépend pas de toi. Et donc, résultat, l'équipe, elle se sent un peu, entre guillemets, consultée pour rien. Et toi, tu peux aussi avoir un sentiment de culpabilité. Donc, le test, pour toi, à cette étape-là, c'est de se dire, avant de commencer mon atelier, de se poser la question suivante, qu'est-ce que l'équipe peut réellement décider ou influencer ici ? Et si la réponse, elle est floue, ne lance pas ton atelier et revois un petit peu ton déroulé. Donc voilà, cap, sens, action collective, c'est vraiment dans cet ordre-là que tu vas pouvoir retrouver un alignement serein, aussi bien pour toi que pour ton équipe, parce que tu poses le cadre qui permet à l'intelligence collective de vraiment s'exprimer. J'ai envie maintenant de te partager un exemple concret où ça a vraiment bien fonctionné, j'espère que ça sera inspirant pour toi. C'est un exemple que j'ai vécu récemment dans le secteur de la santé. J'ai travaillé avec une cadre de santé qui devait réorganiser son service, j'allais dire pour des bonnes raisons, des départs à la retraite, des arrivées de nouvelles personnes. Et il y avait aussi un conflit larvé qui durait depuis trop longtemps, depuis plusieurs années. Et avant de lancer son action collective, on a travaillé ensemble pour qu'elle puisse poser le cadre. Et ce qu'elle a présenté, c'est voici l'objectif précis de cette démarche que j'initie avec vous. Voici le périmètre sur lequel on peut co-construire la feuille de route. Et voici ce sur quoi je vais vous écouter pour améliorer la situation. Donc en transparence totale pour créer cette sécurité psychologique, ce cadre qui va permettre à chacun de s'exprimer librement. Le résultat, c'est que l'équipe, elle s'est vraiment sentie, mais vraiment rassurée. Les gens ont pu s'exprimer, verbaliser des critiques fortes, mais constructives. Alors, honnêtement, ça lui a demandé pour moi un vrai courage managérial. C'est pas facile tout le temps, mais c'est à noter. Et écouter et accueillir des critiques, on le sait bien, c'est pas tout le temps facile. Elle me l'a dit, elle me dit, je me suis aussi sentie un petit peu en porte-à-faux vis-à-vis de ma propre direction à certains moments. Mais au final, les personnes ont été très satisfaites, elles ont même demandé à renouveler ce temps, à ritualiser ce temps d'échange.
Et surtout, la cadre de santé, elle a gagné la confiance en fait de son équipe. Et aussi, par ricochet, de sa propre hiérarchie qui a vu la pertinence et la transparence de sa démarche. Et là, il s'est passé quelque chose de puissant. Pour moi, c'est encore l'intelligence collective qui a opéré. C'est que les tensions qui étaient larvées depuis plusieurs années, en fait, elles sont tombées. Parce que tout simplement, l'écoute qu'elle avait proposée a été vraiment vécue comme un acte de reconnaissance. Et concrètement, l'équipe a co-construit également sa feuille de route. Les personnes ont pris d'elles-mêmes des initiatives qu'elles ne prenaient jamais auparavant. Et en fait, moi je lui ai dit, toi en tant que cadre, tu as vraiment gagné un vrai élan collectif. Tout ça, parce que dès le départ, le cadre avait été clairement posé. Et ici, on voit bien que les 3 conditions de l'intelligence collective de Servan-Schreiber étaient vraiment réunies. Diversité des perspectives, chacun a pu s'exprimer depuis sa propre réalité. Indépendance des jugements, pas de pression pour créer un accord 100%, juste des contributions. Et agrégation efficace, la cadre de santé, elle savait quoi faire des contributions qu'elle allait collecter. Et bien entendu, le cadre était posé. Je me répète, mais c'est hyper important. Ce qui est important ici aussi, c'est que l'équipe, elle a demandé à renouveler ce temps de manière régulière. Et donc là, pour moi, ça met aussi le doigt sur quelque chose qui est important, c'est que l'intelligence collective, ce n'est pas un événement ponctuel. Ce n'est pas un atelier ou un séminaire qui commence à 9h et qui finit à 17h. C'est pas, ok, on a fait un atelier, c'est sympa, c'est bon et c'est réglé. Pour moi, c'est vraiment un processus, une dynamique organisationnelle. Ça nécessite des routines, c'est-à-dire des temps réguliers où l'intelligence collective peut s'exprimer. Ça nécessite des apprentissages itératifs. On teste, on voit, on ajuste, on capitalise. Et enfin, ça nécessite aussi une mémoire collective. Il faut qu'on garde trace de tout ce qui a été fait ensemble, de tout ce qui a été décidé ensemble. Et ça, pour moi, cette cadre de santé, elle avait très très bien compris. Elle n'a pas juste fait un atelier one-shot et puis après on revient dans notre quotidien, la tête dans le guidon. Elle a vraiment réussi à installer un système, en quelque sorte, qui permet à l'intelligence collective de vivre dans la durée. Et pour moi, c'est vraiment ça qui fait la différence entre une action participative cosmétique, je vais dire, et une vraie transformation de l'organisation. Alors peut-être que là, tu es en train de te dire, oui, ok Solène, c'est bien joli ce que tu me dis, le cap, le sens, l'action, j'ai bien compris, mais moi, dans ma situation, dans ma réalité, c'est quand même plus compliqué. Mais j'ai envie de te dire, oui, tu as raison, parfois, c'est plus compliqué. Alors j'ai essayé de réfléchir à des situations plus complexes que j'ai pu rencontrer pour essayer de trouver 3 cas limites et te partager les bonnes pratiques, ou du moins ma vision de la situation. Le premier cas que j'ai identifié, c'est le cap, il est flou par nature. Ça veut dire quoi? Un exemple, c'est ton entreprise lance une évolution, par exemple, de la culture managériale. Et par définition, le cap ne peut pas être ultra précis dès le départ, parce qu'en fait, on ne sait pas précisément où on va. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation? L'idée, pour moi, c'est vraiment de clarifier tout ce qui peut être clarifié dès le départ. Tu ne peux peut-être pas dire voilà exactement où on va. Pour autant, tu peux dire voilà ce qu'on ne fait plus, ou voilà ce qu'on abandonne, voilà les principes qui vont guider nos choix, voilà ce qui est non négociable, et on peut aussi se dire voilà ce qu'on va découvrir ensemble chemin faisant. Et ça déjà, pour moi, c'est une forme de cap en fait. Ce n'est pas une destination hyper précise, on est bien d'accord, mais c'est quand même une direction claire. Et ça suffit aussi pour poser le cadre. Cas limite numéro 2 auquel j'ai pensé, c'est tu n'as pas la main sur le cap. Exemple, la direction te donne une orientation stratégique, mais ce n'est pas toi qui l'as décidé. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ici? Pour moi, l'enjeu, c'est vraiment d'être transparent sur ce qui ne dépend pas de toi. Donc tu peux très bien dire à ton équipe, voici ce qui vient de la direction, et pourquoi, si tu le sais. Voici ce que moi je peux décider dans ce cadre-là, quelle est ma latitude d'action dans mon périmètre. Et voici sur quoi on peut agir ensemble. Ta légitimité, elle ne vient pas de tout décider en fait, elle vient de clarifier les zones de pouvoir et d'influence de chacun. On en réfère au cercle de Covey. Et troisième exemple auquel j'ai pensé, c'est l'équipe doit être associée à la définition du cap. Par exemple, tu manages une équipe d'experts et ils connaissent en fait le terrain mieux que toi. Le cap, il peut pas être défini sans leur expertise. Alors qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de situation ? Pour moi, ce qui est important ici, c'est de poser quand même le cadre avant. Avant de mobiliser l'équipe, il est important de clarifier quelles sont les contraintes non négociables. Ça peut être par exemple un budget, un délai, un périmètre. Quels sont les problèmes à résoudre et non pas la solution. Et sur quoi l'équipe peut vraiment décider.
Et ensuite, tu peux co-construire le cap avec l'équipe. Mais tu as posé le cadre qui permet à cette co-construction d'être réellement efficace. Et dans tous les cas, la logique, elle reste la même. Poser le cadre d'abord, même si le cap n'est pas encore vraiment précis, parce que c'est avec ce cadre que tu vas pouvoir aller chercher, la sérénité et ton alignement, et donc par ricochet celui de ton équipe. C'est vraiment ce cadre qui va permettre à l'intelligence collective de pouvoir opérer. En conclusion, s'il y avait 3 idées clés à retenir de cet épisode, pour moi, ça serait quoi ? Idée clé numéro 1, ton alignement vient du cadre que tu poses. Pas du fait que tout le monde soit d'accord, pas du fait que tu fasses tout décider par l'équipe. Il vient vraiment du fait que tu clarifies ce qui est décidé, ce qui ne l'est pas et ce qui relève de qui. C'est vraiment ta légitimité rationnelle légale, comme le dit Weber, et c'est celle-là la plus solide. Idée clé numéro 2, l'intelligence collective ne fonctionne que si le cadre est posé. Galton nous a montré la sagesse des foules, Émile Servan-Schreiber nous a donné les conditions, mais sans ce cadre, sans cap clair, on n'obtient pas d'intelligence collective, on obtient du bruit. Et enfin, idée clé numéro 3, le bon ordre change tout. Cap d'abord, sens ensuite, et action collective en dernier. C'est dans cet ordre-là, qui a été validé par Kotter, par Mintzberg, dans tous les grands modèles de changement, qu'on va retrouver un vrai alignement. Et c'est aussi dans cet ordre que l'intelligence collective peut réellement s'exprimer une fois de plus. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si cette manière de travailler te parle, si tu veux d'autres repères concrets pour manager en t'appuyant sur les ressorts de la facilitation de l'intelligence collective, je t'invite à t'abonner à l'hebdo de la facilitation. C'est la newsletter que j'adresse chaque vendredi. Chaque semaine, j'y partage des outils pratico-pratiques, des retours d'expérience terrain, des inspirations et aussi des invitations à nos événements. On en organise un chaque mois. Dans cette newsletter, pas de blabla, que du concret, parce que collaborer efficacement, ce n'est pas inné, ça s'apprend et ça se structure. Le lien d'inscription est dans la description de cet épisode, et si tu as testé de clarifier ton cap cette semaine, n'hésite pas à me faire un retour, ça m'intéresse vraiment de savoir ce que ça a donné pour toi. En attendant, je te dis à très vite.